Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, l'onde de choc se poursuit après la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. L'UMP monte au créneau pour le défendre et va même jusqu'à mettre en cause le juge d'instruction. Ces attaques contre la justice ne sont pas dignes, estime le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le budget de la défense sera-t-il réduit à peau de chagrin alors que se tenait aujourd'hui un conseil national de défense et que l'intervention française au Mali perdure? Des voix s'élèvent au Sénat pour s'inquiéter des restrictions budgétaires à venir. Une loi contre le tout jetable, c'est la proposition du chef de file des écologistes au Sénat. Jean-Vincent Placé veut lutter contre la durée de vie limitée des produits électroménagers dont on se débarrasse souvent alors qu'ils pourraient encore fonctionner. Bonsoir à tous. Après sa mise en examen pour abus de faiblesse, Nicolas Sarkozy se dit dans l'incompréhension. Passé le coup de tonnerre d'hier soir, la droite sonnée n'a pas tardé ce matin à se mettre en ordre de marche pour défendre l'ancien président, Mélanie Bontemps. Après la surprise, la colère à l'UMP. Les ténors du parti font front commun contre les accusations visant Nicolas Sarkozy au lendemain de la mise en examen pour abus de faiblesse de l'ex-président. Un sentiment domine à droite. De la consternation, parce que c'est jamais agréable de voir à la fois un ancien président de la République et en l'occurrence un ami subir un tel traitement. Je trouve que la manière dont on traite Nicolas Sarkozy est plus que largement excessive. Dans le collimateur des amis de l'ancien président, le juge Gentil, dont le travail est ouvertement remis en cause. Je conteste la façon dont il fait son travail, je la conteste, je la trouve indigne. Voilà, je le dis. Je trouve qu'il a déshonoré, un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice, parce que tout ça a des conséquences dramatiques. De quoi s'attirer les foudres des magistrats. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, les a assurés de son soutien. Le PS, de son côté, juge déplorable l'attitude de l'UMP. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est la curée de tous ces dirigeants de la droite contre la justice. Cette façon de chasser en meute, en clan, pour attaquer un juge et la justice, ressemble à une pression insupportable. Si l'UMP continue de clamer l'innocence de l'ancien président, voilà une épreuve dont le parti, déjà fragilisé, se serait bien passé. Et cette mise en examen pourrait hypothéquer un éventuel retour de Nicolas Sarkozy dans le jeu politique et les cartes vont être rebattues et cette redistribution pourrait profiter à certains. Joachim Rob. Comme un coup de tonnerre, la mise en examen de Nicolas Sarkozy bouleverse la donne à droite dans la perspective de la présidentielle 2017. Depuis des semaines, l'ancien chef de l'État distillait confidences et interviews pour entretenir la flamme de ses partisans. Personnalité préférée des sympathisants UMP, Nicolas Sarkozy se réveille en recours, un retour qui paraît aujourd'hui plus compliqué. Quelle que soit la réalité de ce qui a été commis ou non, il traînera cette mise en examen comme un boulet qui le pénalisera lors des campagnes présidentielles éventuelles à venir qu'il pourrait espérer réaliser. Jean-François Copé et François Fillon voient donc un possible rival s'éloigner de l'Élysée. Mais pas question, bien sûr, de s'en réjouir publiquement. Jean-François Copé clame son incompréhension, François Fillon espère que la vérité triomphera et Xavier Bertrand affirme son total soutien à Nicolas Sarkozy. Appui sincère ou larmes de crocodile. Après les affaires de ces derniers jours, la classe politique paraît sonnée. À l'issue de cette semaine, les Français sont en droit d'avoir plus d'exigences encore à l'égard de leurs élus. Et je sais que le plus souvent, quand ils ne sont pas contents, ils le manifestent en n'allant pas voter. L'abstention et le vote protestataire, grand gagnant de la semaine. Au Front National, derrière les discours de façade, on peine à cacher un sourire. C'est toujours une triste nouvelle pour l'image de la France que de voir un ancien chef de l'État mis en examen. Je crois que les Français doivent en tirer les conséquences et doivent faire le bon choix maintenant dans les urnes. Dimanche, le FN affronte l'UMP dans une élection législative partielle dans l'Oise. Leur score et les chiffres de l'abstention donneront des éléments de réponse sur les conséquences de cette semaine chargée. Et pour analyser les conséquences de ce séisme politique, nous accueillons sur ce plateau Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage CSA. Est-ce qu'on peut ce soir parler d'onde de choc après donc la mise en examen de l'ancien chef de l'État ?
Alors, dans la classe politique, comme on dit, puis parmi les journalistes, certainement. Dans l'opinion, peut-être un peu moins, finalement. On commence à être un peu habitué à avoir Il n'y a qu'un seul précédent, c'est Jacques Chirac en 2007. Des hommes politiques de très haut niveau, si vous voulez, qui sont mis en examen. Et puis, il y a effectivement ce qui avait été fait à l'encontre du président Jacques Chirac à l'époque, qui n'était plus président. Et les sondages qui avaient été faits à l'époque, d'ailleurs, montraient que les Français jugeaient tout à fait normal qu'un ancien président puisse être mis en examen. Il n'y avait pas de tabou, c'était un quart d'entre eux considéraient que non, il devait avoir un traitement particulier. Donc sur le principe, les Français ne sont pas spécialement contre. Comment analysez-vous ce soir les prises de position des proches de Nicolas Sarkozy? Alors d'un côté, on a par exemple Valérie Pécresse qui se dit persuadée de l'innocence de Nicolas Sarkozy. Et puis on a Henri Guénaud qui attaque le juge d'instruction, comportement irresponsable, dit-il. Oui, le choc est d'autant plus grand, si vous voulez, les réactions d'autant plus vives qu'il y a quelque temps, c'était en novembre, lorsque Nicolas Sarkozy s'était vu reconnaître le statut de témoin assisté dans cette affaire, l'impression était justement que l'affaire était en cours de classement, en tout cas en ce qui concernait l'ancien président de la République. Donc là, c'est vrai que ça donne un effet de surprise. Par ailleurs, il n'y a pas d'autre choix quand on a un leader de premier plan à droite que de prendre la défense de l'ancien président de la République actuellement, d'autant plus que Nicolas Sarkozy, qui n'a été un président de la République impopulaire pendant l'essentiel de son mandat, est devenu un homme politique relativement populaire depuis. 45% des Français en ont une bonne opinion, et surtout au sein des sympathisants de l'UMP, c'est celui qui est le plus populaire, c'est surtout celui que les sympathisants de l'UMP souhaitent, en tout cas souhaitaient avant cette affaire-là, comme candidat à la future. Qu'il s'était reconstruite depuis finalement la fin de son mandat s'effondre d'un coup. Nous ne nous précipitons pas, en fait. D'une part, alors la justice prend à son rythme, mais enfin, la prochaine élection présidentielle n'est pas pour demain. Admettons que dans un an et demi, il y ait une relaxe, il y ait plus tout ça, enfin, il n'y a pas une relaxe, mais enfin, que il soit totalement blanchi, eh bien, ça sera en quelque sorte tout bénéfice pour lui. Disons qu'on avait le sentiment qu'il avait beaucoup envie de s'exprimer en politique ces derniers temps. Je me souviens de son interview dans Valeurs Actuelles. Voilà, enfin, c'est plus ou moins une interview, mais effectivement, c'était, il commençait à donner des signes. Là, effectivement, il en est empêché. Il en est empêché, mais au fond, qu'est-ce que ça change réellement? Il n'était pas candidat pour prendre la direction de l'UMP. Lui, il ne peut être candidat que éventuellement pour la prochaine élection présidentielle. Si, encore une fois, là, maintenant, il est suspendu à la décision de la justice. Alors, on a d'ailleurs posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. La mise en examen de Nicolas Sarkozy met-elle fin à sa carrière politique? Eh bien, on découvre les résultats ensemble sur 894 votants. Ils ont répondu oui à 25%, non 72%, ne se prononce pas 3%. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. Merci à vous. Et on en sait plus sur l'intervention télévisée de François Hollande. Il sera interviewé 45 minutes jeudi par France 2. Pas facile de succéder à Bernard Thibault. Le nouveau secrétaire général de la CGT, Thierry Lepan, en a fait l'expérience cette semaine. Après avoir raté son oral lundi, il a néanmoins réussi son intronisation aujourd'hui à Toulouse où se tenait le 50e congrès de la centrale. Les explications de Cécile Sixou. Après 14 ans, il est ému, Bernard Thibault, de confier les clés de la maison CGT à Thierry Lepan. Je vais prendre le temps de réfléchir à quelques projets que j'ai en tête pour la CGT. Un petit peu débarrasser des contraintes immédiates d'agenda, donc de pouvoir travailler avec du recul sur certains sujets. Du recul pour l'ancien, le nouveau, lui, est directement plongé dans le bain. À peine élu, cet habitué des combats sociaux doit faire face à une fronde dans son propre camp. En cause, l'accord sur l'emploi. Pour certains CGTistes, leur nouveau secrétaire général n'est pas assez radical. Il lui demande de se positionner clairement pour un retrait du projet de loi, mais lui campe sur ses positions. Le travail que nous engageons aujourd'hui auprès des parlementaires et le rapport de force que nous essayons de construire permettra sans doute d'avoir un projet de loi qui ne sera en aucune manière conforme dans la lettre et peut-être dans l'esprit au projet de loi tel qu'il a été écrit de manière initiale. Des premiers pas difficiles entre les remous au sein de sa propre famille, mais aussi une gaffe. Sa journée de mobilisation contre l'accord sur l'emploi annoncée à l'ouverture du Congrès ne pourra avoir lieu début avril, faute de temps pour déposer des préavis de grève. Visiblement, le successeur de Bernard Thibault doit encore faire ses preuves.
Le budget de l'armée va-t-il passer en dessous de la barre des 1,5% du PIB? La Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat s'inquiète, même si le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, demande d'attendre les arbitrages qui seront rendus dans la loi de programmation militaire débattue à l'automne prochain. Des voix s'élèvent pour protester contre de telles coupes budgétaires. Quelles seraient les conséquences de ces coupes franches? Sandra Cerqueira a posé la question à 2 anciens ministres. Nous sommes engagés, ça faisait partie des choix du président de la République depuis le début, dans un programme d'assainissement de nos finances. On ne peut pas se permettre d'avoir la défense qui augmente alors que tout le reste baisse. Mais qu'elle ne baisse pas plus que le reste. C'est intolérable pour la protection des Français, c'est intolérable pour le rayonnement et la place de la France dans le monde et pour notre influence diplomatique. Ce n'est pas le bon moment pour des raisons militaires, parce qu'il y a des risques multiples, parce que nous sommes au Mali, mais nous ne sommes pas simplement au Mali, parce que nous voyons surgir des risques de tension et de crise qui nous menacent directement, qui menacent directement nos ressortissants. Si nos capacités se resserrent un peu, même si c'est limité, je le pense, ça veut forcément dire que, par exemple, notre capacité à durer dans une opération avec tant de milliers de personnel doit être revue. Il est évident que réduire ces crédits, cela veut dire aussi réduire l'activité dans ce domaine. Quand vous prenez nos 3 ou 4 grandes entreprises de défense, leur marché n'est plus la France. Leur marché n'est même plus l'Europe. Et pour parler du budget de la défense, nous accueillons sur ce plateau 2 sénateurs. Yves Pozzo di Borgo, sénateur UDI-UC de Paris. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Bonsoir. Et Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie Les Verts de l'Essonne. Vous êtes président du groupe écologiste ici au Sénat. On a vu Michèle Alliot-Marie dans ce reportage parler de variables d'ajustement. Elle dit que ça serait intolérable si on baissait le budget de l'armée. Vous partagez cet avis, Yves Pozzo di Borgo? Moi, je considère qu'il y a 2 budgets qui ne doivent pas baisser, passer notre avenir. C'est celui de l'éducation nationale et de la recherche et de l'université. C'est l'investissement pour l'avenir et c'est vraiment ce qui va, dans la mondialisation, va nous permettre de résister à ces vraiment tensions qu'il y a au niveau mondial. Et le deuxième budget, c'est évidemment la défense. Pour différentes raisons. La première, c'est que le monde est un monde qui est fragile. On le voit très bien. Deuxième raison, c'est que nous sommes la 2e force diplomatique du monde et que cela, notre budget de la défense nous donne de la crédibilité. J'arrive de Washington et je peux vous dire que de la part de toutes les autorités américaines, que ce soit la défense, le service secret et autres, tout le monde considère qu'en Europe, la seule puissance militaire actuellement, c'est la France et même plus l'Angleterre, qui elle a baissé son budget de beaucoup. Et troisième raison, il ne faut pas oublier que nous avons également une besoin d'une défense pour notre développement économique. Quand vous pensez que nous avons dans le Pacifique un territoire maritime qui est aussi grand que l'Europe, qu'il faudra bien avoir aussi que ce territoire maritime qui va se développer, qui va être aussi un élément d'économie pour l'avenir, nous avons également besoin, pour protéger et nos routes maritimes et ces territoires-là, d'avoir une armée compétitive. Alors vous, Jean-Vincent Placé, vous ne partagez pas vraiment cet avis. On va dire que vous êtes plutôt pour une Europe de la défense. Or, on voit bien qu'elle est en panne sèche, cette Europe de la défense. Que faudrait-il pour relancer ce processus? Le débat du 1,5% me paraît quand même très défensif, hein, en réalité. D'ailleurs, les grands experts disent en dessous de 2, on ne peut plus assumer notre rôle de grande puissance. Bon, on est déjà à 1,5. On est déjà à 1,5 depuis un certain temps. On a arrêté le service militaire, on a arrêté beaucoup de choses. On a déjà arrêté beaucoup de casernes. Je crois qu'on a enlevé 50 000 soldats depuis une dizaine d'années. Donc c'est pour ça que quand on voit Mme Alliot-Marie qui était aux responsabilités râler, bon, tout ça est un peu derrière nous. Plus sérieusement, dans cette période que je ne souhaite pas, d'ailleurs, si austère et si rigoureuse, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et donc, il faut être intelligent avec ce budget de la défense. Donc, quelles sont les priorités? Réfléchissons plutôt à cela. Moi, je soulève, et vraiment sans aucune caricature ou animosité, la question du tabou de la dissuasion nucléaire, qui commence d'ailleurs à se fissurer. Ça fait partie d'une des options, peut-être, qui sera parce que quand on dit la dissuasion nucléaire, c'est intangible, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ce serait... Ça coûte cher aujourd'hui, la dissuasion nucléaire? Ça coûte 3,5 milliards, donc
un peu plus de 12-13%. Vous, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas toucher à la dissuasion nucléaire, Yves Pozzo-Di Non, ce que je Borgo? veux dire, c'est que c'est tout un ensemble. Actuellement, la crédibilité que nous avons, nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la crédibilité vient essentiellement de notre capacité nucléaire. Les Américains, d'ailleurs, ne sont pas très sensibles à notre capacité nucléaire. Ils sont plutôt sensibles à la puissance que nous représentons en Afrique, qui est un continent en développement. Vous voyez, donc tout ça est nuancé. Mais moi, je considère que c'est un tout. C'est un tout et que c'est vrai que c'est un effort qu'il faut faire. Comme il faut faire un effort d'éducation pour avoir vraiment une recherche et puis un système éducatif puissant, je considère qu'en ce qui concerne la défense, ce sont vraiment pour moi les deux ministères auxquels il ne faut pas toucher. Donc il n'y a pas de tabou, vous dites Jean-Vincent Placé ce soir. De la dissuasion nucléaire, on avait déjà arrêté les missiles du plateau d'Albion. Moi, je pose la question d'arrêter la force aérienne. Pourquoi une force aérienne nucléaire? Est-ce que c'est le bon moment en pleine intervention française militaire au Mali? Justement, moi je ne suis pas un pacifiste bélan, tout ça. Je vois qu'on est dans un monde difficile, que c'est important d'avoir une armée. J'ai du respect pour l'armée française. J'ai soutenu l'intervention et je soutiens l'intervention au Mali. Mais justement, le problème, c'est qu'il faut rendre nos interventions efficaces et fortes. Et excusez-moi, chers collègues, ce n'est pas en maintenant la défense telle qu'elle est aujourd'hui que nous allons réussir à ça. On sait bien que ne serait-ce que pour mettre 1000 soldats supplémentaires, on n'y arriverait plus. Nous sommes au bout. Une chose sur la force aérienne stratégique. Elle vient de se renouveler complètement. Nous avons un missile le plus compétitif du monde. Les Américains rêveraient de l'avoir. Et deuxièmement, nous avons, nous, complètement renouvelé notre capacité, qui ne coûte que 800 millions d'euros, de cette capacité. Et vous avez les Américains, l'OTAN notamment, qui n'a pas fait ce qu'on a fait. Et franchement, pour 800 millions d'euros, cette force face, ce qu'on appelle la FAS, c'est-à-dire la force aérienne stratégique, c'est fondamental. Je dis alors, on peut très bien dire, avec tous les efforts qu'on a fait pour avoir quelque chose qui est en avance sur les Américains, c'est pratiquement la première force aérienne stratégique du monde, c'est premièrement, je l'ai visité, on l'a visité avec nos collègues. Est-ce qu'on va supprimer tous les efforts qu'on a fait pour 800 millions d'euros? Enfin, je suis d'accord avec vous. Je vous fais répondre sur Vincent Non, parce Placé. que justement, je voudrais quand même finir mon raisonnement. Donc, on peut continuer le débat sur la dissuasion nucléaire. Moi, je pense qu'on peut s'en arrêter sur la force aérienne et puis maintenir pour le moment les sous-marins nucléaires. Je ne suis pas si persuadé de ça, de la grandeur de la France avec le nucléaire. Mais bref, essayons de trouver des positions de compromis. Sur la question des forces d'intervention, on est au taquet au Mali. Déjà, on n'a pas d'avion de transport à grande distance. On est obligé de sous-traiter aux Américains, aux Anglais. Donc, achetons les avions ravitailleurs et les drones aussi et les renseignements. Voilà. Donc là-dessus, on n'y est pas. Donc investissons, réfléchissons de ce dont nous avons besoin. Est-ce qu'on a besoin? Je pose la question avec En tous les cas, Jean-Yves Le Drian l'a redit hier au Sénat à l'occasion de questions CRIP sur l'Europe de la défense. La loi de programmation rendra des arbitrages et elle sera discutée à l'automne. On va passer à un autre sujet. Non, mais c'est dommage que je voulais quand même ça dire que est-ce que nous voulons vraiment sanctuariser les 120 000 soldats que nous avons sur le territoire national? On les a déplacés de l'ouest à l'est. Qui sera débattue oui, et ils servent à quoi? J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais ils nous défendent contre qui? Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à avoir une force efficace et qui pourrait tout à fait correspondre à un budget de 1,3-1,2% du PIB. Merci. Parce qu'il est nécessaire d'avoir un débat, c'est important que ce débat arrive. Merci Yves Pozzo-Di Borgo. Jean-Vincent Placé, vous allez rester avec nous car on va parler de votre proposition de loi qui concerne l'obsolescence programmée. En clair, c'est la pratique par laquelle un fabricant raccourcit volontairement la durée de vie d'un produit. Nathalie Guilloire. Un traitement de choc pour des ordinateurs malades. Ici, dans ce magasin de réparation, on répare les iPhones, les ordinateurs portables, les chargeurs. Et les clients sont de plus en plus nombreux à venir. Presque toujours les mêmes pannes pour les modèles les plus à la mode. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de machines qu'on peut dire il va fonctionner 4-5 ans. On le voit de moins en moins. Et même tout de suite après la période de garantie, j'ai plein de clients qui viennent et me disent il a 1 an et 1 mois ou 3 mois. 3 mois après la garantie, il tombe en panne et parfois c'est des grosses pannes. De grosses pannes difficiles à réparer car les modèles évoluent de plus en plus vite. Trouver la bonne pièce détachée devient compliqué, même pour des réparateurs spécialisés. Tout ce qui est électronique, en général, on peut les réparer. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver les pièces de changement. Pour cette ONG, il s'agit d'une stratégie délibérée des entreprises pour faire vendre. L'intérêt des industriels, c'est de vendre toujours plus. Donc pour vendre plus, il y a une technique qui est assez simple, c'est de réduire la durée de vie de nos produits. Comme ça, on est incité à en acheter toujours plus et à faire un petit peu marcher l'économie de cette façon. On appelle ça de l'obsolescence programmée. Ordinateurs, téléphones, appareils électroménagers, tous auraient une durée de vie fixée à l'avance par les fabricants.
Alors Jean-Vincent Placé, vous souhaitez donc sanctionner cette obsolescence programmée comme un délit qui serait passible d'une amende de 37 500 € et de 2 ans d'emprisonnement. Alors qui voulez-vous sanctionner par cette proposition de loi? Bon, vous l'avez compris, l'idée c'est déjà de trouver une définition et d'inscrire cette réflexion avec une peine qui n'est pas l'objectif essentiel. L'objectif est de réorienter durablement notre modèle économique, notre modèle de production et notre modèle de consommation. On l'a très bien vu dans votre excellent reportage. Il y a eu dans les années 60-70 des productions d'appareils électroménagers qui étaient extrêmement durables. Même des télévisions dans les années 80 qui duraient 10, 15, 20 ans. Là, avec votre texte, on sanctionne les entrepreneurs, les entreprises qui font des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Le sujet n'est pas de sanctionner, c'est de faire réfléchir tout le monde, les entrepreneurs, parce que je pense que notamment les entrepreneurs français auraient intérêt à comprendre que dans la compétitivité mondiale aujourd'hui, nous n'allons pas y arriver sur les coûts. Quitte à vendre des produits plus chers. Il faut arriver, je pense, sur le hors coût et notamment sur la qualité de la garantie. Donc la question du délai de garantie de 2 ans à 5 ans, ça sera un atout qui tout à la fois protège le consommateur, évite le renouvellement permanent, ce qui va protéger aussi les finances des ménages. Et puis surtout, ça permettra d'avoir une vision du durable, du permanent, qui préserve également aussi les ressources naturelles. On voit bien que tout cela se tient. Donc tout à la fois, moi je veux préserver la planète, les ressources naturelles, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets, faire en sorte que le producteur fasse des produits réellement durables en respectant le consommateur et que le consommateur lui-même ne soit pas dans une dynamique de tous les 3 ans, 4 ans, racheter un produit dont on voit bien que même l'intérêt technologique nouveau ou le fait que cela soit pas réparable cause une difficulté. D'où par exemple le débat que je porte sur la question des pièces détachées. C'est-à-dire que les pièces détachées, on n'arrive pas à en trouver. C'est-à-dire que vous avez votre appareil, il ne marche plus au bout de 3 ans, donc le délai de garantie est dépassé, et vous vous dites tiens je vais le réparer. Eh bien non, parce qu'on fait exprès de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pièces détachées de réparation. Moi je propose cela sur 10 ans, faire en sorte que ce soit obligatoire. On va créer d'ailleurs une économie de la réparation et ça met en place les débats qui nous tiennent à cœur, les écologistes, sur l'économie de fonctionnalité. On aura l'occasion d'y revenir, mais je ne peux pas vous laisser partir quand même avant de vous faire réagir à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Une réaction Moi, vous savez, je suis l'un des rares hommes politiques qui soit de la majorité ou de l'opposition, selon les circonstances, qui dit toujours la même chose. C'est-à-dire que je suis pour l'indépendance de la justice, je suis pour laisser travailler les juges et je suis totalement attaché à la présomption d'innocence. C'était le même débat que je portais sous M. Woerth. De la même manière pour Jérôme Cahuzac, eh bien ça vaut aussi pour le président Sarkozy. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé. Frigide Barjot, la porte-parole de l'association La Manif pour tous, porte plainte pour diffamation contre le sénateur PS Jean-Pierre Michel. Le rapporteur du texte au Sénat a refusé d'auditionner cette association, estimant qu'elle représentait la pire des homophobies. L'affaire sera examinée le 4 avril prochain, jour du début de l'examen du projet de loi au Sénat. La réforme bancaire a été adoptée à l'unanimité cet après-midi au Sénat. Principal objectif de ce texte, protéger l'argent des épargnants en isolant les activités spéculatives des banques, mais aussi protéger les consommateurs. Les sénateurs ont par ailleurs voté 2 amendements pour mieux encadrer la rémunération des dirigeants. Sophie Normand. L'Assemblée générale des actionnaires d'une banque sera désormais consultée sur la rémunération de ses dirigeants. L'amendement voté hier par les sénateurs reprend ainsi une préconisation de la Cour des comptes dans son dernier rapport. Un premier pas qui mise sur la publication de ces informations. C'est la puissance de l'information et de la communication. À partir du moment où l'Assemblée générale des actionnaires a connaissance et émet un avis, on mesure qu'automatiquement les choses seront plus raisonnables qu'elles l'ont été parfois. Un amendement important mais revu à la baisse et modifié sur demande du ministre de l'économie Pierre Moscovici. Car dans sa version initiale, l'amendement donnait la possibilité aux actionnaires non pas d'être consultés, mais de se prononcer sur le montant de ces rémunérations. Il aurait fallu un encadrement beaucoup plus sévère de ces rémunérations. Donc nous avons vraiment été déçus que le terme consulter soit repris. Nous aurions vraiment souhaité qu'il y ait décision de la part des actionnaires pour maîtriser les choses. Auprès des sénateurs socialistes hier, Pierre Moscovici a préconisé d'attendre pour aller plus loin, que le gouvernement propose son texte sur la gouvernance, assurant qu'il y aurait une démarche plus forte et plus globale. Et comme chaque vendredi, retour sur les temps forts qui ont marqué la semaine au Sénat avec Nadia Belromari.
changement en vue pour les 2 millions de Français expatriés. Les 12 sénateurs qui les représentent seront élus dès 2014 par 520 grands électeurs au lieu de 155 actuellement. Mais si le changement de ce mode électoral fait l'unanimité, la forme pose problème. Le gouvernement opte pour le passage en force avec pour principal objectif de remodeler le collège des grands électeurs avant les sénatoriales de 2014. Le texte engagé en procédure accélérée doit être examiné par les députés. La réforme bancaire qui isole dans une filiale les activités les plus spéculatives des banques a été votée ce soir. Le Sénat oblige les banques à dévoiler leurs implantations dans les paradis fiscaux et encadre les rémunérations de leurs dirigeants. Les sénateurs ont aussi renforcé la protection des consommateurs en plafonnant certains frais bancaires. Il s'en est fallu de peu. Mercredi, en commission, le Sénat a adopté le texte sur le mariage gay à 2 voix près, celle des sénateurs UMP Christophe-André Frassa et Christian Cointat. Des modifications techniques ont été apportées, mais la philosophie du texte reste la même. La contre-proposition de l'UMP, longue de 20 pages, a donc été rejetée. Le texte sera examiné dès le 4 avril au Sénat. Éviter un réchauffement climatique de 2 degrés, c'est tout l'enjeu de la transition énergétique. On doit tout faire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Tous les pays ont adhéré, simplement, personne n'en prend le chemin. Donc c'est aller vers une société sobre en carbone de façon très claire, pour moi, et ce n'est pas un choix possible, c'est vraiment un impératif avec, disons, ce défi très fort. Un impératif difficile à atteindre pour les sénateurs. Il n'y a pas tellement d'incitation aujourd'hui à faire de l'efficacité énergétique. Le premier comportement, c'est le gaspillage. Celui qui a la voiture de 15 ans, diesel, qui pollue, il aimerait bien avoir la voiture hybride, sauf qu'il n'a pas les moyens de se l'acheter. Sur tous les bancs donc, une même volonté, mais aussi un même constat de carence, malgré l'urgence. Le Sénat poursuit ses auditions dans le cadre de la toute récente commission d'enquête sur le dopage. Et mercredi, cette petite bombe, lancée par Marie-Georges Buffet, qui dévoile au grand jour des pressions qu'elle aurait subies lors de la Coupe du Monde de football de 1998. J'ai tous les médias qui me tombent dessus de façon très violente. J'étais mis au banc, vraiment, et j'ai eu le sentiment qu'on était complètement isolés. Et qu'on était condamnés par l'opinion et parce qu'on avait perturbé l'équipe de France de football. Bonsoir Tam, vous suivez pour nous la vie parlementaire et plus particulièrement ce soir on va s'intéresser à ce nouvel acte de la décentralisation. Jean-Pierre Bel souhaite une réflexion collective de tous les groupes politiques. Est-ce que ça pourrait reporter cette réforme ? Bien oui, c'est ce qui se profile, d'autant plus que selon nos informations, Jean-Pierre Bel a écrit une lettre à François Hollande, une lettre dans laquelle il demande purement et simplement le report de la réforme. Je rappelle que ce texte est actuellement à l'état d'avant-projet, qu'il est examiné par le Conseil d'État et qu'il doit normalement passer en Conseil des ministres le 10 avril si l'agenda est respecté. Alors pourquoi un tel report? Qu'est-ce qui cristallise les griefs de tous les élus de tous bords? Eh bien avant tout, ce texte prévoit la mise en place des métropoles, un nouvel échelon qui vient s'ajouter au millefeuille territorial et qui donne plus de pouvoir aux grandes agglomérations, ce qui bien sûr ne plaît guère aux territoires ruraux. Par ailleurs, la région de son côté conserve son leadership, un rôle moteur en matière économique. Et puis à noter, les nouvelles missions accordées aux départements, eux qui ont failli disparaître, auront notamment la charge du tourisme et du numérique. Alors en quoi cette organisation est-elle insatisfaisante? Eh bien, selon de nombreux élus, comme par exemple le président socialiste de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kéran, ce texte, c'est le résultat d'un marchandage avec les associations d'élus. Il n'y a pas de vision et il n'y a pas la modernité qu'on attendait de l'acte 3 de la décentralisation. Il dénonce, je cite, un texte fourre-tout, ringard et monstrueux. Un texte bavard de 200 pages, là où on attendait 30 pages comme la loi Defferre, 30 pages pour fixer les grandes orientations. Et au Sénat, le texte sera déposé en premier, mais il risque aussi d'y avoir du chahut. Jean-Pierre Bel annonce officiellement, des termes diplomatiques, une nouvelle concertation pour préparer le travail du Sénat. Et je l'ai dit tout à l'heure, officieusement, il œuvre pour le report du texte. De son côté, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a reçu les élus des Bouches-du-Rhône mercredi, écouter leurs doléances. Lui préside la commission des lois qui sera saisie de ce texte et se déclare disponible pour travailler le fond. En tous les cas, on voit que cette réforme territoriale s'avère bien difficile. La réforme territoriale de Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs échoué ici au Sénat. Merci Tam, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.
Cher Priant Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Voilà, cette injure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher Priant Jacob, j'assume, j'en suis fier. Malgré une longue tradition de bronca et de prise de bec, on est parfois surpris par certaines répliques entendues sur les bancs de l'Assemblée. Alors, s'agit-il d'une question d'âge ou de génération? L'alternance a-t-elle produit un nouveau style, voire de nouvelles techniques pour déstabiliser le ministre ou l'adversaire? Et comment se sont traduits dans les deux assemblées les récentes difficultés auxquelles a dû faire face le gouvernement? Cette semaine, nous habillons en tout bien, tout honneur, les trublions du Parlement. Déshabillons-les. Mercredi à 18h15 sur Public Sénat.